Le 23 juin, le drapeau nazi flotte sur Paris. De bon matin, à 6 heures, l'homme qui a envahi la moitié de l'Europe avec son armée commence sa tournée. Les rues de Paris sont vides. Hitler est étrangement silencieux pour un dictateur à l'apogée de son despotisme. La France vient d'être conquise. Pour Hitler, l'invasion de la France a dû être une victoire énorme. Et qui plus est, une victoire personnelle. La campagne de France, teintée de revanche, débute comme bien souvent par un mensonge. Als Führer des deutschen Volkes kann ich in diesem Augenblick dem Herrgott nur danken, dass uns in dem ersten schweren Kampf um unser Recht so wunderbar gesegnet hat. Und ihn bitten, dass uns und alle anderen den richtigen Weg finden lässt, auf das nicht nur dem deutschen Volk, sondern ganz Europa ein neues Glück des Friedens zuteil wird. L'anéantissement de la France est en fait prévu depuis longtemps. La guerre contre l'ancien ennemi. Nous connaissons l'issue du précédent affrontement. Le plan d'invasion prévoyait à l'origine que l'armée allemande passe par la Belgique et la Hollande avec une aile droite solide, comme en 1914 par les plaines du nord de la France jusqu'à Paris. La Hollande, qui ne faisait pas partie du plan d'invasion de la Première Guerre mondiale, fut ajoutée au plan d'invasion de 1940. Hitler n'est pas satisfait du plan d'attaque présenté par son état-major. Un officier suggère un nouveau plan qui n'est pas approuvé par ses supérieurs. Il s'appelle Erich von Manstein. Hitler déterre le plan Manstein. L'attaque venant du nord n'est qu'une feinte. L'objectif est de réaliser une percée des divisions blindées par l'Est dans les Ardennes. L'opération coup de faucille, à travers des régions quasiment infranchissables, est très délicate. Hitler reporte la date de l'attaque 29 fois. Frankreich erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum 1940 warten und das ging ihm leider vor Mai. Der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Le 10 mai 1940, c'est l'attaque contre la Belgique et la Hollande. Les généraux désapprouvent cette campagne. L'armée n'est pas en très grande forme après les efforts fournis en Pologne. Le risque leur semble trop élevé. Nous avions un peu peur. On ne savait pas comment ça allait finir, parce qu'on devait respecter un calendrier strict dans le cadre de l'opération coup de faucille. Nous savions tous que si nous ne passions pas Maastricht dans l'après-midi du 13, le plan échouerait. Mais la Wehrmacht envahit la moitié de l'Europe. 4 jours plus tard, la Hollande capitule. 7 jours plus tard, c'est au tour de Bruxelles de s'incliner et le 10e jour, les Allemands sont déjà sur les côtes de la Manche. Les Français n'avaient tout simplement pas envisagé qu'il était possible de traverser les Ardennes avec une armée fortement motorisée. Les Allemands encerclent toute l'expédition de l'armée anglaise avant Dunkerque. Et soudain, une autre surprise. Hitler fait stopper les chars. Il laisse les troupes anglaises s'échapper. 340 000 hommes traversent la Manche. Les Allemands conquièrent une côte vide. Une étrange décision de la part du chef militaire. Il est fort probable qu'il ait voulu passer un accord avec le Royaume-Uni. En fait, ses relations avec les Britanniques avaient toujours été positives. La guerre est sans pitié pour la France. En 6 semaines, la machine de guerre allemande aplatit le pays. Les Français ne sont pas préparés pour une telle guerre. Le mot que la propagande allemande a inventé pour cette campagne devient l'expression de l'horreur. Le mot blitzkrieg, en effet, est devenu familier. Cette rapidité, cet effondrement, c'était quelque chose qui faisait comme
On était comme stupéfiés. Et d'ailleurs, cette guerre éclair, précisément, nous frappait comme la foudre. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front. En apprenant que son vieil ennemi a été éliminé, le Führer est au comble de l'exaltation. Ce jour-là, la propagande allemande exhibe également les victimes de la guerre éclair. Des soldats grièvement blessés se préparent à la visite du Führer. La cote de popularité d'Hitler auprès de ses soldats est à son apogée. Les généraux chantent les louanges du caporal lors de la Première Guerre mondiale. L'un d'eux, sans ironie aucune, invente un nouveau titre pour le chef militaire. Il le surnomma le plus grand chef militaire de tous les temps. Une expression géniale. Ça marchait aussi en remplaçant chef militaire par imbécile. Et c'est clair qu'Hitler était le plus grand imbécile de tous les temps. Hitler prend tous les risques, attirant par la ruse les Français dans les forêts de Compiègne, où en 1918, le destin de l'Empire allemand avait été scellé. Cette fois, ce sont les Français qui capitulent. Hitler fera seulement une courte apparition. L'esprit d'Hitler, c'était destiné à humilier les Français, à humilier la France, certainement. Et voir des croix gammées, des drapeaux à croix gammées sur tous les monuments publics, à Paris, c'était vraiment terrible. Il organise un défilé gigantesque sur les Champs-Élysées. Hitler arrive tôt le matin à Paris, discrètement. Le dôme des Invalides, où les Français ont enterré Napoléon le Conquérant. Lui aussi avait eu toute l'Europe à ses pieds avant que ses campagnes ne se soldent par un échec. Hitler continue sa marche triomphante jusqu'à Berlin. Il est au sommet de son pouvoir. Les gens priaient Hitler. Ils priaient non pas pour Hitler, mais ils priaient Hitler lui-même. À l'époque des attaques en Pologne et en France, Hitler ne pouvait être critiqué pour nous qui étions de simples officiers sur le front. Hitler est devenu le dieu de la guerre. La grande nation qu'est la France lui appartient désormais. The battle of Britain is about to begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilization. Hitler knows that he will have to break us in this island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed, and the life of the world may move forward into broad, sunlit upland. Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its commonwealths last for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. À cette époque, les nazis ont conquis la majeure partie de la Tchécoslovaquie, la moitié de la Pologne, l'Albanie, le Danemark, la Norvège, la Hollande, la Belgique et une grande partie de la France. Avec l'aide de leurs alliés, les fascistes en Italie, les nazis contrôlent presque tout le continent. Mais Hitler est obnubilé par l'idée d'accroître son régime de terreur. Sa prochaine cible, le Royaume-Uni. Durant la bataille de Dunkerque, les nazis ont l'occasion de terrasser les forces alliées, mais ils échouent. Par ailleurs, le nouveau leader britannique, Winston Churchill, rejette les conditions de la reddition demandées par l'Allemagne. Hitler commence à planifier l'invasion des îles britanniques. Hitler espère obliger la Grande-Bretagne à accepter les conditions de paix avant qu'une véritable invasion ne soit lancée.
et potentiellement utiliser les préparatifs de l'invasion comme moyen de pression. Le haut commandement allemand prévoit à l'origine une invasion à grande échelle, qui couvrirait presque toute la Manche côté britannique du Dorset au Kent. Le plan définitif de la bataille prévoit le débarquement par la mer de 9 divisions, constituées d'environ 67 000 hommes dans le premier échelon et soutenues par une division aéroportée. Aidées par d'autres attaques lancées depuis la Norvège occupée, elles pousseront au nord et, après avoir pris Gloucester, encercleront Londres. Les forces allemandes sécuriseront l'Angleterre jusqu'au 52e parallèle, espérant alors que le reste du Royaume-Uni capitule. L'ordre initial d'Hitler reflète son état d'esprit. Ses conditions préalables minimum sont les suivantes. Le moral de la Royal Air Force doit être brisé afin de l'empêcher d'opposer une force de résistance à la traversée allemande. Les mines britanniques doivent être balayées hors de la Manche au point de passage du côté anglais et le détroit de Douvres sera barré aux deux extrémités par des mines allemandes. La zone côtière entre la France occupée et l'Angleterre sera maîtrisée par l'artillerie lourde. La Royal Navy doit être monopolisée par les batailles dans la mer du Nord et la Méditerranée afin de l'empêcher d'intervenir dans la traversée. Les escadrons anglais doivent être endommagés ou détruits par des attaques aériennes ou par des torpilles. Le succès de l'invasion est ainsi placé entre les mains du commandant de marine Erich Raeder et du commandant de la Luftwaffe Hermann Göring. La principale difficulté pour la Wehrmacht, c'est la différence entre la Kriegsmarine et la Royal Navy. La Kriegsmarine a perdu la plupart de ses navires de surface moderne pendant la campagne de Norvège. Les sous-marins allemands, l'arme la plus redoutable de la Kriegsmarine, ne sont pas adaptés à des opérations dans les eaux peu profondes de la Manche. La Royal Navy ne peut cependant pas engager la totalité de sa force navale pour affronter la Kriegsmarine, la majeure partie de la flotte étant déjà engagée dans l'Atlantique et la Méditerranée. La flotte territoriale britannique a malgré tout un gros avantage en termes de capacité. Cette disproportion entre les forces navales britanniques et allemandes, ajoutée à la traversée des 34 km de la Manche, rend l'invasion peu envisageable. La flotte française, l'une des plus puissantes et modernes au monde, aurait pu faire pencher la balance en faveur des Allemands s'ils en avaient eu le commandement. Mais quelques mois auparavant, des bombardiers britanniques ont détruit la flotte française à Mers-el-Kébir, justement pour éviter qu'elle ne tombe aux mains des Allemands. Les Allemands restent convaincus de l'impact qu'aurait un bombardement stratégique. Et Göring voit la bataille comme une opportunité de démontrer ce dont la Luftwaffe est capable. Toutefois, la force aérienne de Göring ne dispose pas de bombardiers assez puissants pour remplir ce genre de mission. Par ailleurs, la Luftwaffe doit maintenant affronter un adversaire sérieux, comme elle n'en a pas rencontré auparavant. La Royal Air Force est une force aérienne considérable, parfaitement coordonnée et très bien approvisionnée. La Luftwaffe n'a pas encore été mise à l'épreuve. Août 1940, le plan est prêt. Les forces de débarquement sont en place. Elles attendent que la puissante Luftwaffe balaie du ciel la Royal Air Force au sud de l'Angleterre. Le plan prévoit que les attaques auront pour premier objectif les aérodromes près de la côte, puis s'enfonceront peu à peu à l'intérieur des terres pour se rapprocher de Londres et des bases aériennes qui protègent la capitale. L'invasion débute ainsi par des frappes groupées contre les aérodromes sur tout le sud de l'Angleterre. La Luftwaffe annonce avoir détruit 84 avions et 8 bases aériennes. En réalité, c'est un échec. La semaine suivante, les attaques sur les aérodromes se rapprochent à l'intérieur des terres et des raids répétés sont lancés sur le système de radar. Le 15 août sera la journée au cours de laquelle la Luftwaffe effectuera le plus grand nombre de sorties aériennes lors de cette campagne. Le même jour a lieu l'invasion la plus importante sur la côte nord de l'Angleterre. Croyant à tort que les forces aériennes sont concentrées dans le sud, les raids en provenance du Danemark et de la Norvège rencontrent une forte résistance. Les bombardiers allemands, insuffisamment escortés, sont abattus en grand nombre. Le 18 août est le jour le plus terrible pour les deux camps, qui enregistrent le plus de pertes. Les combats harassants, l'épuisement et la météo interrompent les opérations pour le reste de la semaine.
ce qui donne la possibilité à la Luftwaffe de changer de tactique pour gagner la bataille de l'air. En effet, Göring change sa stratégie. Il décide de se concentrer sur le bombardement des usines d'aviation, des équipements industriels et des villes britanniques. Mais cette bataille ne fait que commencer. If tonight the people of London were asked to cast their votes as to whether a convention should be entered into to stop the bombing of all cities, an overwhelming majority would cry, no, we will mete out to the Germans the measure, and more than the measure, they have meted out to us. We will have no truce or parley with you or the grisly gang who work your wicked will. You do your worst, and we will do our best. Très tôt, le matin du 25 août, un bombardier Heinkel isolé, ayant dévié de sa trajectoire, bombarde accidentellement le centre de Londres, contrevenant les ordres d'Hitler. Ce pilote, qui s'est égaré, est loin de se douter que ses actions vont changer le cours de la bataille, et peut-être même le cours de la guerre. Indigné par une telle attaque sur une cible entièrement civile, Churchill ordonne en représailles la nuit même des frappes sur Berlin. Göring s'était vanté qu'un tel raid était impossible. Il avait un jour déclaré en plaisantant « Je veux bien m'appeler Meyer si cela se produit ». Nothing is more certain than that every trace of Hitler's footsteps, every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged and if need be blasted from the surface of the earth. Le 25 août, à la stupéfaction des Berlinois, 81 bombardiers britanniques Hampton surgissent sur Berlin dans le ciel de la nuit et frappent au cœur du régime nazi. Cette frappe militaire était soi-disant impossible. Et les Berlinois appellent alors Göring Meyer, ce qui est une insulte extrême pour le leader antisémite. Göring promet que cela ne se reproduira pas. Mais les frappes se succèdent. Ces missions sont inutiles sur le plan militaire, mais les Britanniques frappent les nazis dans ce qui est probablement leur point le plus vulnérable, l'ego d'Hitler. Il ne peut pas permettre qu'une telle intrusion dans la patrie reste sans réponse. Hitler prend immédiatement la parole à la radio pour déclarer « Si les Britanniques bombardent nos villes, nous raserons les leurs ». Et contre l'avis de ses généraux, il donne l'ordre à Göring de lancer une campagne de bombardement sans pitié sur Londres. C'est une décision impulsive, mais qui n'est pas dénuée de stratégie. Hitler espère que les raids sur les civils sèmeront la terreur parmi la population britannique afin qu'elle se soumette, ou que ces attaques forceront les avions de chasse britanniques à rester dans le ciel où ils pourront être abattus. L'objectif d'Hitler est de briser la volonté des Britanniques en terrorisant leurs plus grandes villes. La Luftwaffe avait déjà commencé à bombarder des villes britanniques avant ce changement de stratégie, tuant plus de 1250 civils durant les mois de juillet et d'août. Mais à partir du 7 septembre, la chasse est ouverte. Les docks de l'East End de Londres sont une cible privilégiée. Et les jours suivants, les bombardements massifs se succèdent encore et encore. Certains de ces raids n'ont pas de cible spécifique, permettant à la Luftwaffe de larguer leurs bombes au hasard. La Royal Air Force intervient dans la bataille de l'air en bien plus grand nombre que ne l'avaient anticipé les Allemands. Les Big Wings du groupe 12 sont déployés pour la première fois, terrorisant les pilotes allemands. Les jours suivants, les attaques sur Londres continuent. Les raids nocturnes sur Londres sont fréquents. Le visage de la capitale change. Des monuments historiques disparaissent.
nuit après nuit, une tempête de feu déferle sur Londres. Au fil des jours, la ville tombe en ruine. Mais le peuple anglais fait preuve de résilience. L'interruption des bombardements des bases aériennes offre à la Royal Air Force un répit crucial. Ce changement lui permet de souffler. Ce sera le tournant décisif de la bataille. Quand les avions allemands changent de cible pour bombarder Londres, ils deviennent moins efficaces en raison de la distance qu'ils doivent parcourir. Les chasseurs allemands ont une capacité de réservoir limitée et quand ils parviennent à la capitale, il ne leur reste plus que 10 minutes de temps de vol avant de rentrer chez eux. 15 septembre 1940, c'est le point culminant de la bataille d'Angleterre. 2 raids massifs des Allemands sont repoussés avec fermeté par la Royal Air Force. Au cours de cette journée cruciale, les pertes s'élèvent à 60 avions pour le camp allemand, contre seulement 26 pour la Royal Air Force, ce qui représente environ un ratio de 2 pour 1 en faveur des Britanniques. À la lueur de la défaite allemande, l'invasion terrestre de l'Angleterre est ajournée par Hitler. Les raids allemands sur Londres et d'autres villes britanniques continueront bien après 1941. Mais à la différence d'autres nations conquises par Hitler, le Royaume-Uni tiendra bon face à l'attaque nazie. Tandis que les Britanniques entreprennent de reconstruire et reprendre l'élan militaire, les nazis réalisent que l'attaque sur le Royaume-Uni est un échec. La guerre fait rage, mais la bataille d'Angleterre est terminée. Alors que les militaires britanniques ont engagé les forces de l'Axe en Europe et en Afrique, et tandis que la Luftwaffe bombarde continuellement les cibles civiles, l'approvisionnement apporté par le Canada et les États-Unis est crucial si l'Angleterre veut continuer l'effort de guerre. Pour protéger les routes de l'approvisionnement, les Britanniques ont adopté un système de convoi pour les navires de commerce afin qu'ils traversent l'Atlantique en sécurité. Les nazis, armés à la fois de cuirassés et de sous-marins, vont mener une longue et dangereuse bataille pour tenter de paralyser la capacité de combat du Royaume-Uni. Celle-ci sera surnommée la bataille de l'Atlantique. Les convois sont composés généralement de 30 à 70 navires marchands, pour la plupart non armés. Les nazis utilisent des avions de reconnaissance à long rayon d'action pour localiser les convois, puis déploient les sous-marins pour les capturer ou les détruire. Face à l'immensité de l'océan Atlantique, les nazis ne disposent que d'un petit nombre d'avions de reconnaissance de longue portée basés en France occupée. Ce sont en fait principalement les sous-marins qui permettent de repérer les convois. Appliquant la même méthode que pour le Blitzkrieg, un bateau repère un convoi et en rend compte au commandement avant de partir à sa poursuite. Puis, il attend que les autres sous-marins arrivent avant d'attaquer. Au lieu de devoir faire face à un seul sous-marin, le convoi et ses escorteurs doivent affronter une attaque groupée de 6 ou 7 sous-marins. Avec une tendance à attaquer de nuit, la tactique en meute, ou Volksrudel en allemand, rend le voyage transatlantique tristement célèbre pour son taux de mortalité. Le succès de la tactique des attaques en meute contre les convois incite l'amiral Karl Dönitz à l'instaurer comme pratique courante. Les attaques en meute forcent les Britanniques à apporter des changements à leurs opérations. Ainsi, la décision est prise d'escorter les convois tout au long de leur trajet. Ces efforts s'accompagnent d'une augmentation progressive du nombre d'escorteurs disponibles. Au niveau tactique, les petits navires et les avions bénéficient de l'apparition au printemps 1941 de nouveaux radars à ondes courtes capables de détecter les sous-marins en surface. L'addition de ces efforts anti-sous-marins sur les convois fait peser de nouvelles contraintes sur la Kriegsmarine. Les sous-marins peuvent être identifiés et ciblés beaucoup plus rapidement et perdent de leur effet de surprise. Quand les escorteurs des convois commencent à détruire ou capturer des sous-marins allemands, Dönitz opère un changement également. Il déplace ses attaques en meute plus à l'ouest.
afin d'attraper les convois avant que les escorteurs anti-sous-marins ne les repèrent. Au même moment, les États-Unis s'impliquent de plus en plus dans la guerre, malgré leur neutralité officielle. Des navires de guerre américains commencent à escorter les convois alliés dans l'Atlantique Ouest jusqu'à l'Islande et seront engagés dans plusieurs affrontements avec des sous-marins. Bien que les navires de guerre alliés ne parviennent pas à couler les sous-marins en grand nombre, il y aura quelques victoires et la plupart des convois parviennent à éviter les attaques. L'attaque sur Pearl Harbor et la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis qui s'ensuit changent considérablement la donne. Dönitz prévoit rapidement d'attaquer les expéditions sur la côte est des États-Unis. La Kriegsmarine possède seulement 12 sous-marins capables de faire le long voyage jusqu'à la côte est des États-Unis. Et la moitié ont été retirés sur les ordres d'Hitler pour résister aux forces britanniques dans la Méditerranée. Les États-Unis, qui n'ont pas l'expérience d'une guerre navale sur leur propre rivage, n'ordonnent pas l'extinction des usines côtières. Les sous-marins qui se tiennent juste à l'écart du rivage du littoral de l'Atlantique se jettent sur les bateaux dont les silhouettes se découpent dans la lumière des villes. Été 1942. L'amiral Ernest King, commandant en chef de la flotte américaine et chef des opérations navales, institue un système de convoi afin d'assurer une protection proactive à partir de tous les ports américains. Cette tactique mène rapidement à la perte de 7 sous-marins allemands. Comme les États-Unis mettent rapidement en place les convois, les attaques des sous-marins allemands sont rapidement abandonnées car elles s'avèrent inefficaces contre les navires de guerre américains. L'amiral Dönitz décide que les sous-marins seront mieux utilisés ailleurs. Le 19 juillet 1942, il ordonne que les derniers sous-marins allemands se retirent de la côte atlantique des États-Unis et à la fin du mois, il porte son attention sur l'Atlantique Nord. Mais les sous-marins ne sont pas la seule menace pour les convois. Le cuirassé Bismarck est lancé en 1939. Le Bismarck est alors le plus gros navire de guerre au monde. She is christened by the granddaughter of Bismarck, who was the right-hand man of Kaiser Wilhelm, and 35,000 tons of glistening steel for the defense of Germany. Hesitates for a couple of moments, and then moves down to the water. Les nazis ont prévu de créer une flotte de navires de guerre gigantesques et redoutables comme le Bismarck afin d'anéantir la Royal Navy. Mais les exigences de la guerre empêchent de construire d'autres navires de cette taille. En 1941, le Bismarck est envoyé dans l'Atlantique accompagné par le croiseur Prinz Eugen pour attaquer les convois britanniques entre l'Amérique du Nord et le Royaume-Uni. Avant que le Bismarck n'ait localisé le convoi, il est lui-même découvert par les navires HMS Prince of Wales et HMS Hood. Sous le commandement du contre-amiral Lancelot Holland, le Hood est le meilleur croiseur de guerre de la Royal Navy. Au large du détroit du Danemark, le Bismarck tire et coule le Hood. Le navire est coupé en deux. L'amiral Holland et son équipage de près de 1500 hommes sombrent dans les flots. Churchill veut laver cet affront et lance son mot d'ordre désormais célèbre « Couler le Bismarck ». Les Britanniques lancent toutes leurs unités disponibles à la poursuite du gigantesque cuirassé. Finalement, ils rattrapent le Bismarck. Des avions torpilleurs attaquent le navire et parviennent à bloquer son gouvernail, réduisant sa capacité de manœuvre. Le plus gros et le plus puissant navire de guerre jamais construit est réduit à l'état de canard flottant par un seul avion. Le jour suivant, d'autres vaisseaux britanniques se rapprochent du Bismarck et ouvrent le feu. Le navire de guerre géant d'Hitler est bombardé sans interruption pendant plus de 30 minutes jusqu'à ce qu'il devienne inopérable. Le Bismarck ne sera pas capturé. L'ordre de faire couler le navire par sabordage a été donné. Sur un équipage de 2400 marins, seuls 110 seront sauvés.
Les batailles meurtrières de l'Atlantique n'arrêtent pas les convois alliés. Les Britanniques continuent à combattre l'Empire nazi. Mais à la fin de l'année 1941, la redoutée Wehrmacht d'Hitler s'apprête à affronter son plus terrible adversaire. « 22 juin 1941, 3 heures du matin. La Wehrmacht allemande attaque une bande de terre longue de 1600 km. L'opération Barbarossa est en marche. Ils furent totalement pris par surprise. Totalement. La première cible, Brest-Litovsk. Les Soviétiques opposent une résistance acharnée mais désespérée. Les quelques unités qui continuèrent à combattre le firent vraiment avec beaucoup de courage. Souvent, ils venaient même se battre en pyjama. Des grenades sont lancées contre les vieux murs. La vieille forteresse résiste pendant 10 jours. On nous tirait dessus non-stop. Sur un bataillon entier, seule une douzaine de personnes survécurent. Quelques minutes après l'attaque, les premiers rapports parviennent à Moscou. L'information est fragmentée car de nombreuses lignes de communication ont été endommagées. Le général Soukhov sait déjà qu'il s'agit là de la Grande Guerre. Il alerte Staline. Staline reste incrédule en entendant les nouvelles annonçant la guerre. Il pense qu'il ne s'agit que d'une provocation. Staline se trompe. Hitler a l'intention de décimer l'Empire soviétique en moins de 3 mois, avec une supériorité militaire totale. Dès le premier jour de l'invasion, les chars allemands progressent de 50 km à l'intérieur du pays. Staline ignore tous les signes annonciateurs de l'attaque. Staline réfléchissait logiquement, étant donné qu'Hitler était déjà en guerre contre l'Angleterre et la France. On savait déjà de quel côté les États-Unis allaient pencher. Hitler devait donc utiliser toute sa force pour se battre contre l'Ouest. Dans ces conditions, Staline pensait qu'il était impossible qu'Hitler attaque l'Union soviétique. De plus, les Soviétiques avaient respecté toutes les clauses du pacte germano-soviétique. Le jour de l'attaque, la propagande de Goebbels veut faire croire que l'attaque s'apparente à de la défense. Beaucoup le croient. On pouvait voir que les Russes s'étaient préparés à attaquer, mais ils n'avaient pas eu le temps de construire leur ligne de défense. Nous avions quelques jours d'avance sur eux. Mais les Allemands sont les seuls à attaquer. Depuis des années, j'étais convaincu qu'une guerre se préparait contre la Russie. Certains avaient lu Mein Kampf et ils en faisaient part aux autres. Mais qui a lu Mein Kampf et le chapitre sur l'Europe de l'Est? Sur la formation d'un grand empire germanique s'étendant de l'océan Atlantique au massif de l'Oural, sur le concept d'espace vital, sur le sang et les territoires, sur la guerre de survie des idéologies et des races, sur la croisade contre les Juifs et le bolchevisme, et sur l'invasion de la Russie. Hitler fait une brève apparition sur le front et se félicite tant que les prédictions promettent la victoire. La campagne contre l'Union soviétique est la plus grande opération militaire allemande de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une bataille d'encerclement. Des armées soviétiques entières sont massacrées. J'étais à Bialystok-Minsk. Ma division, qui était au sud, avait pour mission de couper les voies de secours des Russes. Des avions de chasse allemands piquaient sur les colonnes de soldats pour les mitrailler et les bombarder. Ces attaques infligèrent de terribles destructions.
Les 5 premières semaines, la Wehrmacht fait plus d'1 million de prisonniers de guerre. La plupart finiront dans des camps allemands. À Berlin, au quartier général de la Wehrmacht, la politique d'élimination menée par Hitler prend forme. Le maréchal de camp Keitel, commandant des forces armées allemandes, donne l'ordre de commettre des crimes de guerre. Keitel ordonne que les officiers du comité politique de l'armée rouge soient exécutés. Je les ai vus de mes yeux, ces officiers, arrêtés et abattus en pleine rue. Notre général nous a dit au moment du départ, nous ne commettrons pas de crimes. Nous savions ce que cet ordre voulait dire. Tout dépendait de l'attitude de l'officier. S'il était un homme d'honneur et quelqu'un de responsable qui refusait de commettre des choses abominables, il était soutenu par ces hommes. Si d'un autre côté il était un nazi, il trouvait toujours des soldats pour soutenir ce genre d'attitude. En fait, tout dépendait des officiers. Himmler et Heydrich font procéder à des massacres bien organisés par le biais de soi-disant troupes d'action. Ils étaient environ 500. Les Allemands hurlaient, chantaient. Ils traînaient une femme âgée par les cheveux tout le long de la rue. Puis ils l'ont abattue. Ma famille a obéi aux ordres. Ils les ont tués un par un, pendant plusieurs jours. Dans beaucoup d'endroits, cela se passe comme ça. Ils rebouchaient les trous. Certaines personnes étaient encore en vie, parfois pendant des jours. Ceci est l'un de ces endroits. 250 000 personnes sont mortes à Minsk. Cette guerre était impitoyable, parce qu'ils détruisaient tout sur leur passage. Ils ne respectaient rien. Ce fut très dur de s'en remettre. À l'hiver 1941, l'armée allemande interrompt son avance juste avant Moscou. La politique d'élimination instigée par Hitler se poursuit. Juin 1942, le Caucase. Hitler veut s'emparer des puits de pétrole afin de pouvoir continuer la guerre. Il a déclaré vouloir éliminer le bolchevisme. Il poursuit son idée fixe d'un empire germain dominant le monde. Dans certains endroits, l'intrusion fut si rapide qu'on se disait « Mais comment va-t-on faire pour avoir assez de munitions sur une telle distance ?» Des arrêts fréquents sont nécessaires à cause du manque de pétrole et de munitions. La guerre montre son vrai visage. Il est venu en courant vers moi et m'a dit « Je suis blessé ». Il avait ses intestins dans les mains. Il avançait comme ça. C'était le premier blessé que je voyais. La bataille ne fait que commencer. Dès que les soldats atteignent le Don, Hitler divise les troupes en deux. Le groupe d'armée B fait route sur Stalingrad et le groupe d'armée A vers le pétrole. Mais Staline a déjà détruit les puits de pétrole. Stalingrad n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il n'y a quasiment aucun soldat soviétique dans la ville. Nous avons demandé aux troupes qui revenaient du front « Les gars, vous n'allez pas laisser les fascistes entrer dans Stalingrad ?» Et ils nous ont répondu « Pas question, comment pouvez-vous dire ça? Ils n'y arriveront pas !» Et nous leur avons fait confiance.
Août 1942. Les avions allemands volent au-dessus de Stalingrad. Des centaines de bombes détruisent la ville. La 6e armée, réputée être la plus puissante, a pour mission d'atteindre les rives de la Volga et de marcher sur la métropole avant l'hiver. Les généraux hésitent. La première ligne est trop longue et les forces de réserve sont affaiblies. Mais Hitler veut capturer la ville qui porte le nom de Staline, coûte que coûte. Pendant ce temps, Staline met en place un plan de contre-attaque, en envoyant des renforts venus de Sibérie. Mais dans la ville, les civils russes et les soldats poursuivent le combat. Ils doivent se battre pour chaque centimètre. Staline a donné l'ordre. Tenez bon, juste 2 mots. Mais nous n'avions pas très bien compris pourquoi il avait donné cet ordre. Pour nous, il n'y avait pas d'autre pays que la Russie. La rivière Volga était la dernière ligne. Nous devions mourir ou vaincre Hitler à cet endroit même. Octobre, le combat pour l'usine d'armement de la Brigade Rouge. Un combat désespéré, rue par rue, maison par maison. Une balle m'a perforé les poumons et m'a fait un grand trou dans le dos, en traversant les poumons et les côtes. Je ne pouvais plus respirer par le nez ou la bouche, qui était bouchée. Je respirais par ce trou. Je respirais péniblement en pensant que j'allais mourir. Mais je ne voulais pas mourir. Je refusais. Bientôt, l'armée entière est perdue. 19 novembre. C'est la contre-attaque. Les forces soviétiques, nouvelles et fraîches, attaquent les forces allemandes mal équipées. Malgré une résistance farouche, les Russes encerclent la poche. 300 000 hommes sont piégés. Hitler demande aux soldats de tenir bon. Göring promet un ravitaillement aérien, une idée folle. Nourriture, pétrole, munitions. Impossible de faire parvenir quoi que ce soit dans la poche. Aucun blessé ne peut en sortir. La panique et le désespoir gagnent les soldats. Mon seul objectif était de sortir les soldats de là. Sinon, ils étaient perdus. Je ne peux pas oublier les cris, les gémissements, les grognements. Seul le bruit du moteur couvrait ces bruits. Les soviétiques referment le cercle de plus en plus. Les soldats piégés ne peuvent être sauvés que de l'extérieur. C'est une mission tentée par 4 troupes de chars allemands, mais elle échoue. Le soir de Noël, les tirs de canon progressaient de plus en plus vers le sud. Et peu de temps après, la nouvelle est tombée. La contre-attaque était terminée. Pour moi, cela signifiait que notre destin était scellé. Il n'y avait pas de porte de sortie. Noël à Stalingrad, sans armistice. Il fait moins 40 degrés. Le froid et la faim font plus de morts que les combats. Vous savez, quand les mains et les pieds noircissent, cela veut dire que les gelures sont profondes. Et à ce stade, il faut amputer. L'amputation était inévitable. On ne pouvait rien faire d'autre. Janvier 1943. L'armée rouge commence le compte à rebours final. Dans la poche, on se bat juste pour survivre. L'armée allemande est près de la fin. Les chevaux, qui étaient morts depuis plusieurs semaines, ont commencé à gonfler et à se décomposer. Nous les avons fait exploser avec des grenades pour cuire les morceaux de viande déchiquetés dans la neige fondue. Dès lors, c'est la mort qui règne. Les soldats de l'armée rouge trouvent ce qui reste de l'armée vaincue dans les caves de la ville en ruine.
Seuls quelques survivants sont retrouvés, épuisés et affamés. Stalingrad est plus qu'une victoire pour les Soviétiques. Le mythe de l'infaillibilité de la Wehrmacht est sérieusement ébranlé. On ne pouvait qu'avoir pitié de ces gens. Ils étaient à moitié congelés, fatigués et affamés. Beaucoup pleuraient. Ils comprenaient ce qui leur était arrivé. En fait, ils auraient tous dû être emmenés à l'hôpital. Je n'ai vu aucun soldat allemand en bonne santé là-bas. La plupart d'entre eux sont morts de faim ou de froid. Et dans les camps, beaucoup d'autres sont morts de la typhoïde. Ça a été terrible. 200 000 morts. Le taux de mortalité est faible chez les généraux. Un seul d'entre eux ne rentrera pas chez lui. Und jeder Deutsche noch in 1000 Jahren muss mit heiligen Schauern das Wort Stalingrad aussprechen und sich erinnern, dass dort Deutschland letzten Endes doch den Stempel zum Endsieg gesetzt hat. La bataille de Stalingrad sera un des tournants majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Été 1943. Un rapport est transmis au bureau de Heinrich Himmler. C'est un rapport sur l'élimination du ghetto de Varsovie. Il a été écrit par Jürgen Stroop, chef de la brigade SS, bras droit de Himmler à Varsovie. Ce rapport est constitué de photos, c'est un album d'horreur. Il contient une photo que personne ne pourra oublier, Le garçon de Varsovie. Le titre original de Stroop indiquait « Forcés hors de leur trou ». Stroop en parlait comme s'il s'agissait d'une opération de routine, une opération militaire. Ils n'étaient pas seulement des tueurs. Ils sont venus prendre les gens dans leurs cachettes. Des gens qui étaient affamés depuis des mois et qui vivaient leurs derniers jours. Septembre 1939. Les troupes d'Hitler entrent dans Varsovie. Dans leur ombre, les persécutions contre les Juifs débutent. Les vainqueurs se réjouissent. Un jour, alors que l'armée allemande avait déjà pénétré dans le pays, les soldats de la Wehrmacht se sont mis à couper les barbes des Juifs orthodoxes avec des ciseaux. Pas tous, mais beaucoup. 450 000 personnes sont enfermées dans un ghetto qui est prévu pour contenir 40 000 personnes. Des contrôles stricts sont imposés à l'entrée. À l'intérieur, ils ne peuvent qu'espérer que leur sort ne s'aggrave pas. Ces ghettos ne sont en fait que l'antichambre des camps de la mort. Des milliers de personnes mouraient chaque mois. Des familles entières agonisaient sur les trottoirs et les chaussées. Ils mouraient tous les uns après les autres. Quand j'entends un enfant pleurer, cela me rappelle les visages de ces pauvres petits-enfants. Je les entends encore pleurer, mendier, gémir. Puis, ils finissaient par se taire. Une chasse aux enfants est lancée contre ceux qui font entrer clandestinement de la nourriture dans le ghetto à travers les égouts. Ils abattent et tuent tous les enfants qu'ils prennent. C'était une situation tragique. Les enfants ne savaient même pas ce qu'était une fleur, ce qu'était un arbre, ce qu'était un papillon, ce qu'était la liberté. Mais les enfants savent exactement ce qu'est la violence, comme ce jeune garçon. Aujourd'hui, on peut voir sa photo au mémorial de l'Holocauste Yad Vashem à Jérusalem.
Quand je regarde la photo de cet enfant, bien sûr, c'est très impressionnant de voir un petit enfant face à un soldat. Il était tellement innocent. Mais tous les Juifs étaient complètement innocents. Le garçon de Varsovie. Qui était-il? Probablement Zvi Nussbaum, qui vit à New York aujourd'hui. Il se souvient exactement comment il dut lever les mains devant l'assassin de sa famille. J'ai perdu 4 générations de ma famille. Mon frère qui avait 2 ans, mes parents, 3 de mes grands-parents et une arrière-grand-mère. Ils furent tous tués pendant l'Holocauste. Les seuls qui survécurent furent mon oncle et ma tante. Et à partir de ce moment, je fus tout le temps avec eux. Ils étaient comme mes parents. C'est seulement grâce à eux que je suis vivant aujourd'hui. Zvi semble avoir de la chance au départ. La famille, qui se cache en dehors du ghetto, a entendu parler de l'hôtel Polski. C'est un point de rendez-vous pour les Juifs qui ont des passeports internationaux. On leur promet le transport contre de l'argent. Ces passeports sont en vente au marché noir pour une fortune, mais personne ne s'envolera vers la liberté. La plupart des gens de l'hôtel Polski furent envoyés à Bergen-Belsen, puis ils furent envoyés à Auschwitz, et ils furent bien entendu tués. Ce fut en fait un piège cynique. Qu'ils soient du ghetto ou de l'hôtel Polski, peu importe, ils sont condamnés. Les membres du service d'ordre public juif consignaient les numéros des wagons qui transportaient les chargements humains. Mais ils constatèrent ainsi quelque chose d'horrible. Le même jour, et qui plus est, en l'espace de quelques heures, ce sont les mêmes wagons qui revenaient. Tout le monde avait compris que leurs passagers avaient été tués. En avril 1943, le désespoir mène à l'insurrection. Les Juifs se battent avec les outils les plus simples contre des lance-flammes et des chars. En représailles, les SS mettent le feu au ghetto. Ceux qui survivent à cet enfer sont déportés dans leur prochain ghetto. Treblinka, Majdanek, Auschwitz. Le jeune garçon a survécu à l'insurrection, mais survivra-t-il aux choses effroyables qui vont se produire? Ma tante se souvient qu'en fait j'étais habillé comme tous les petits garçons. Un chapeau, un manteau, c'est elle qui m'habillait en fait. J'avais moins de 8 ans. Sur cette photo, il paraît en forme. Lorsque la famine survint, ils n'eurent plus figure humaine. Au dernier jour de l'existence du ghetto, lors de l'insurrection, c'était un miracle de voir des enfants qui ne soient pas rachitiques. Pour moi, cette photo représente une journée de ma vie. Une journée horrible, mais juste une journée. Je préférerais que cette photo soit le symbole d'1,5 million d'enfants, plutôt que le mien. J'aimerais qu'1,5 million d'enfants juifs, se lèvent et disent « C'est moi sur cette photo ». 1,5 million d'enfants ne survivront pas.
Cette guerre était impitoyable parce qu'ils détruisaient tout sur leur passage. Ils ne respectaient rien. Ce fut très dur de s'en remettre. À l'hiver 1941, l'armée allemande interrompt son avance juste avant Moscou. La politique d'élimination instigée par Hitler se poursuit. Juin 1942, le Caucase. Hitler veut s'emparer des puits de pétrole afin de pouvoir continuer la guerre. Il a déclaré vouloir éliminer le bolchevisme. Il poursuit son idée fixe d'un empire germain dominant le monde. Dans certains endroits, l'intrusion fut si rapide qu'on se disait « Mais comment va-t-on faire pour avoir assez de munitions sur une telle distance ?» Des arrêts fréquents sont nécessaires à cause du manque de pétrole et de munitions. La guerre montre son vrai visage. Il est venu en courant vers moi et m'a dit « Je suis blessé ». Il avait ses intestins dans les mains. Il avançait comme ça. C'était le premier blessé que je voyais. La bataille ne fait que commencer. Dès que les soldats atteignent le Don, Hitler divise les troupes en deux. Le groupe d'armée B fait route sur Stalingrad et le groupe d'armée A vers le pétrole. Mais Staline a déjà détruit les puits de pétrole. Stalingrad n'a aucune idée de ce qui va se passer. Il n'y a quasiment aucun soldat soviétique dans la ville. Nous avons demandé aux troupes qui revenaient du front, « Les gars, vous n'allez pas laisser les fascistes entrer dans Stalingrad ?» Et ils nous ont répondu, « Pas question, comment pouvez-vous dire ça? Ils n'y arriveront pas. » Et nous leur avons fait confiance. Août 1942. Les avions allemands volent au-dessus de Stalingrad. Des centaines de bombes détruisent la ville. La 6e armée, réputée être la plus puissante, a pour mission d'atteindre les rives de la Volga et de marcher sur la métropole avant l'hiver. Les généraux hésitent. La première ligne est trop longue et les forces de réserve sont affaiblies. Empire nazi. Mais à la fin de l'année 1941, la redoutée Wehrmacht d'Hitler s'apprête à affronter son plus terrible adversaire. « 22 juin 1941, 3 heures du matin. La Wehrmacht allemande attaque une bande de terre longue de 1600 km. L'opération Barbarossa est en marche. Ils furent totalement pris par surprise. Totalement. La première cible, Brest-Litovsk. Les soviétiques opposent une résistance acharnée mais désespérée. Les quelques unités qui continuèrent à combattre le firent vraiment avec beaucoup de courage. Souvent, ils venaient même se battre en pyjama. Des grenades sont lancées contre les vieux murs. La vieille forteresse résiste pendant 10 jours. On nous tirait dessus non-stop. Sur un bataillon entier, seule une douzaine de personnes survécurent. Quelques minutes après l'attaque, les premiers rapports parviennent à Moscou. L'information est fragmentée car de nombreuses lignes de communication ont été endommagées. Le général Soukhov sait déjà qu'il s'agit là de la Grande Guerre. Il alerte Staline. Staline reste incrédule en entendant les nouvelles annonçant la guerre. Il pense qu'il ne s'agit que d'une provocation. Staline se trompe. Hitler a l'intention de décimer l'Empire soviétique en moins de 3 mois, avec une supériorité militaire totale. Dès le premier jour de l'invasion, les chars allemands progressent de 50 km à l'intérieur du pays.
Staline ignore tous les signes annonciateurs de l'attaque. Staline réfléchissait logiquement, étant donné qu'Hitler était déjà en guerre contre l'Angleterre et la France. On savait déjà de quel côté les États-Unis allaient pencher. Hitler devait donc utiliser toute sa force pour se battre contre l'Ouest. Dans ces conditions, Staline pensait qu'il était impossible qu'Hitler attaque l'Union soviétique. De plus, les Soviétiques avaient respecté toutes les clauses du pacte germano-soviétique. Le jour de l'attaque, la propagande de Goebbels veut faire croire que l'attaque s'apparente à de la défense. Beaucoup le croient. On pouvait voir que les Russes s'étaient préparés à attaquer, mais ils n'avaient pas eu le temps de construire leur ligne de défense. Nous avions quelques jours d'avance sur eux. Ces de sous-marins vont mener une longue et dangereuse bataille pour tenter de paralyser la capacité de combat du Royaume-Uni. Celle-ci sera surnommée la bataille de l'Atlantique. Les convois sont composés généralement de 30 à 70 navires marchands, pour la plupart non armés. Les nazis utilisent des avions de reconnaissance à long rayon d'action pour localiser les convois, puis déploient les sous-marins pour les capturer ou les détruire. Face à l'immensité de l'océan Atlantique, les nazis ne disposent que d'un petit nombre d'avions de reconnaissance de longue portée basés en France occupée. Ce sont en fait principalement les sous-marins qui permettent de repérer les convois. Appliquant la même méthode que pour le Blitzkrieg, un bateau repère un convoi et en rend compte au commandement avant de partir à sa poursuite. Puis, il attend que les autres sous-marins arrivent avant d'attaquer. Au lieu de devoir faire face à un seul sous-marin, le convoi et ses escorteurs doivent affronter une attaque groupée de 6 ou 7 sous-marins. Avec une tendance à attaquer de nuit, la tactique en meute, ou Volksrudel en allemand, rend le voyage transatlantique tristement célèbre pour son taux de mortalité. Le succès de la tactique des attaques en meute contre les convois incite l'amiral Karl Dönitz à l'instaurer comme pratique courante. Les attaques en meute forcent les Britanniques à apporter des changements à leurs opérations. Ainsi, la décision est prise d'escorter les convois tout au long de leur trajet. Ces efforts s'accompagnent d'une augmentation progressive du nombre d'escorteurs disponibles. Au niveau tactique, les petits navires et les avions bénéficient de l'apparition au printemps 1941 de nouveaux radars à ondes courtes capables de détecter les sous-marins en surface. L'addition de ces efforts anti-sous-marins sur les convois fait peser de nouvelles contraintes sur la Kriegsmarine. Les sous-marins peuvent être identifiés et ciblés beaucoup plus rapidement et perdent de leur effet de surprise. Quand les escorteurs des convois commencent à détruire ou capturer des sous-marins allemands, Dönitz opère un changement également. Il déplace ses attaques en meute plus à l'ouest, afin d'attraper les convois avant que les escorteurs anti-sous-marins ne les repèrent. Au même moment, les États-Unis s'impliquent de plus en plus dans la guerre, malgré leur neutralité officielle. Des navires de guerre américains commencent à escorter les convois alliés dans l'Atlantique Ouest jusqu'à l'Islande et seront engagés dans plusieurs affrontements avec des sous-marins. Bien que les navires de guerre alliés ne parviennent pas à couler les sous-marins en grand nombre, il y aura quelques victoires et la plupart des convois parviennent à éviter les attaques. L'attaque sur Pearl Harbor et la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis, qui refusait de commettre des choses abominables, il était soutenu par ces hommes. Si d'un autre côté il était un nazi, il trouvait toujours des soldats pour soutenir ce genre d'attitude. En fait, tout dépendait des officiers. Himmler et Heydrich font procéder à des massacres bien organisés par le biais de soi-disant troupes d'action. Ils étaient environ 500. Les Allemands hurlaient, chantaient. Ils traînaient une femme âgée par les cheveux tout le long de la rue. Puis ils l'ont abattue. Ma famille a obéi aux ordres. Ils les ont tués un par un,
Pendant plusieurs jours. Dans beaucoup d'endroits, cela se passe comme ça. Il rebouchait les trous. Certaines personnes étaient encore en vie, parfois pendant des jours. Ceci est l'un de ces endroits. 250 000 personnes sont mortes à Minsk. Cette guerre était impitoyable parce qu'ils détruisaient tout sur leur passage. Ils ne respectaient rien. Ce fut très dur de s'en remettre. À l'hiver 1941, l'armée allemande interrompt son avance juste avant Moscou. La politique d'élimination instigée par Hitler se poursuit. Juin 1942, le Caucase. Hitler veut s'emparer des puits de pétrole afin de pouvoir continuer la guerre. Il a déclaré vouloir éliminer le bolchevisme. Il poursuit son idée fixe d'un empire germain dominant le monde. Dans certains endroits, l'intrusion fut si rapide qu'on se disait « Mais comment va-t-on faire pour avoir assez de munitions sur une telle distance ?» Des arrêts fréquents sont nécessaires à cause du manque de pétrole et de munitions. La guerre montre son vrai visage. Il est venu en courant vers moi et m'a dit « Je suis blessé ». Il avait ses intestins dans les mains. L'opération Barbarossa est en marche. Ils furent totalement pris par surprise. Totalement. La première cible, Brest-Litovsk. Les Soviétiques opposent une résistance acharnée mais désespérée. Les quelques unités qui continuèrent à combattre le firent vraiment avec beaucoup de courage. Souvent, ils venaient même se battre en pyjama. Des grenades sont lancées contre les vieux murs. La vieille forteresse résiste pendant 10 jours. On nous tirait dessus non-stop. Sur un bataillon entier, seule une douzaine de personnes survécurent. Quelques minutes après l'attaque, les premiers rapports parviennent à Moscou. L'information est fragmentée car de nombreuses lignes de communication ont été endommagées. Le général Soukhov sait déjà qu'il s'agit là de la Grande Guerre. Il alerte Staline. Staline reste incrédule en entendant les nouvelles annonçant la guerre. Il pense qu'il ne s'agit que d'une provocation. Staline se trompe. Hitler a l'intention de décimer l'Empire soviétique en moins de 3 mois, avec une supériorité militaire totale. Dès le premier jour de l'invasion, les chars allemands progressent de 50 km à l'intérieur du pays. Staline ignore tous les signes annonciateurs de l'attaque. Staline réfléchissait logiquement, étant donné qu'Hitler était déjà en guerre contre l'Angleterre et la France. On savait déjà de quel côté les États-Unis allaient pencher. Hitler devait donc utiliser toute sa force pour se battre contre l'Ouest. Dans ces conditions, Staline pensait qu'il était impossible qu'Hitler attaque l'Union soviétique. De plus, les Soviétiques avaient respecté toutes les clauses du pacte germano-soviétique. Le jour de l'attaque, la propagande de Goebbels veut faire croire que l'attaque s'apparente à de la défense. Beaucoup le croient. On pouvait voir que les Russes s'étaient préparés à attaquer, mais ils n'avaient pas eu le temps de construire leur ligne de défense. Nous avions quelques jours d'avance sur eux. Mais les Allemands sont les seuls à attaquer. Depuis des années, j'étais convaincu qu'une guerre se préparait contre la Russie. Certains avaient lu Mein Kampf et ils en faisaient part aux autres. Mais qui a lu Mein Kampf et le chapitre sur l'Europe de l'Est?
sur la formation d'un grand empire germanique s'étendant de l'océan Atlantique au massif de l'Oural, sur le conseil lever les mains devant l'assassin de sa famille. J'ai perdu 4 générations de ma famille. Mon frère qui avait 2 ans, mes parents, 3 de mes grands-parents et une arrière-grand-mère. Ils furent tous tués pendant l'Holocauste. Les seuls qui survécurent furent mon oncle et ma tante. Et à partir de ce moment, je fus tout le temps avec eux. Ils étaient comme mes parents. C'est seulement grâce à eux que je suis vivant aujourd'hui. Zvi semble avoir de la chance au départ. La famille, qui se cache en dehors du ghetto, a entendu parler de l'hôtel Polski. C'est un point de rendez-vous pour les Juifs qui ont des passeports internationaux. On leur promet le transport contre de l'argent. Ces passeports sont en vente au marché noir pour une fortune, mais personne ne s'envolera vers la liberté. La plupart des gens de l'hôtel Polski furent envoyés à Bergen-Belsen, puis ils furent envoyés à Auschwitz, et ils furent bien entendu tués. Ce fut en fait un piège cynique. Qu'ils soient du ghetto ou de l'hôtel Polski, peu importe, ils sont condamnés. Les membres du service d'ordre public juif consignaient les numéros des wagons qui transportaient les chargements humains. Mais ils constatèrent ainsi quelque chose d'horrible. Le même jour, et qui plus est, en l'espace de quelques heures, ce sont les mêmes wagons qui revenaient. Tout le monde avait compris que leurs passagers avaient été tués. En avril 1943, le désespoir mène à l'insurrection. Les Juifs se battent avec les outils les plus simples contre des lance-flammes et des chars. En représailles, les SS mettent le feu au ghetto. Ceux qui survivent à cet enfer sont déportés dans leur prochain ghetto. Treblinka, Majdanek, Auschwitz. Le jeune garçon a survécu à l'insurrection, mais survivra-t-il aux choses effroyables qui vont se produire ? Ma tante se souvient qu'en fait j'étais habillé comme tous les petits garçons. Un chapeau, un manteau. C'est elle qui m'habillait en fait. J'avais moins de 8 ans. À l'hiver 1941, l'armée allemande interrompt son avance juste avant Moscou. La politique d'élimination instigée par Hitler se poursuit. Juin 1942, le Caucase. Hitler veut s'emparer des puits de pétrole afin de pouvoir continuer la guerre. Il a déclaré vouloir éliminer le bolchevisme. Il poursuit son idée fixe d'un empire germain dominant le monde. Dans certains endroits, l'intrusion fut si rapide qu'on se disait « Mais comment va-t-on faire pour avoir assez de munitions sur une telle distance ?» Des arrêts fréquents sont nécessaires à cause du manque de pétrole et de munitions. La guerre montre son vrai visage. Il est venu en courant vers moi et m'a dit « Je suis blessé ». Il avait ses intestins dans les mains. Il avançait comme ça. C'était le premier blessé que je voyais. La bataille ne fait que commencer. Dès que les soldats atteignent le Don, Hitler divise les troupes en deux. Le groupe d'armée B fait route sur Stalingrad et le groupe d'armée A vers le pétrole. Mais Staline a déjà détruit les puits de pétrole. Stalingrad n'a aucune idée de ce qui va se passer.
Il n'y a quasiment aucun soldat soviétique dans la ville. Nous avons demandé aux troupes qui revenaient du front, « Les gars, vous n'allez pas laisser les fascistes entrer dans Stalingrad ?» Et ils nous ont répondu, « Pas question, comment pouvez-vous dire ça? Ils n'y arriveront pas. » Et nous leur avons fait confiance. Août 1942. Les avions allemands volent au-dessus de Stalingrad. Des centaines de bombes détruisent la ville. La 6e armée, réputée être la plus puissante, a pour mission d'atteindre les rives de la Volga et de marcher sur la métropole avant l'hiver. Les généraux hésitent. La première ligne est trop longue et les forces de réserve sont affaiblies. Mais Hitler veut capturer la ville qui porte le nom de Staline coûte que coûte. Pendant ce temps, Staline met en place un plan de contre-attaque en envoyant des renforts venus de Sibérie. Mais dans la ville, les civils russes et les soldats poursuivent le combat. Ils doivent se battre pour... Le 23 juin, le drapeau nazi flotte sur Paris. De bon matin, à 6 heures, l'homme qui a envahi la moitié de l'Europe avec son armée commence sa tournée. Les rues de Paris sont vides. Hitler est étrangement silencieux pour un dictateur à l'apogée de son despotisme. La France vient d'être conquise. Pour Hitler, l'invasion de la France a dû être une victoire énorme. Et qui plus est, une victoire personnelle. La campagne de France, teintée de revanche, débute comme bien souvent par un mensonge. Als Führer des deutschen Volkes kann ich in diesem Augenblick dem Herrgott nur danken, dass uns in dem ersten schweren Kampf unser Recht so wunderbar gesegnet hat. Und ihn bitten, dass uns und alle anderen den richtigen Weg finden lässt, auf das nicht nur dem deutschen Volk, sondern ganz Europa ein neues Glück des Friedens zuteil wird. L'anéantissement de la France est en fait prévu depuis longtemps. La guerre contre l'ancien ennemi. Nous connaissons l'issue du précédent affrontement. Le plan d'invasion prévoyait à l'origine que l'armée allemande passe par la Belgique et la Hollande avec une aile droite solide, comme en 1914 par les plaines du nord de la France jusqu'à Paris. La Hollande, qui ne faisait pas partie du plan d'invasion de la Première Guerre mondiale, fut ajoutée au plan d'invasion de 1940. Hitler n'est pas satisfait du plan d'attaque présenté par son état-major. Un officier suggère un nouveau plan qui n'est pas approuvé par ses supérieurs. Il s'appelle Erich von Manstein. Hitler déterre le plan Manstein. L'attaque venant du nord n'est qu'une feinte. L'objectif est de réaliser une percée des divisions blindées par l'Est dans les Ardennes. L'opération coup de faucille, à travers des régions quasiment infranchissables, est très délicate. Hitler reporte la date de l'attaque 29 fois. Frankreich erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum März 1940 warten und das ging ihm leider vor Mai. Der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Le 10 mai 1940, c'est l'attaque contre la Belgique et la Hollande, sud de l'Angleterre. La Luftwaffe annonce avoir détruit 84 avions et 8 bases aériennes. En réalité, c'est un échec. La semaine suivante, les attaques sur les aérodromes se rapprochent à l'intérieur des terres et des raids répétés sont lancés sur le système de radar. Le 15 août sera la journée au cours de laquelle la Luftwaffe effectuera le plus grand nombre de sorties aériennes lors de cette campagne. Le même jour a lieu l'invasion la plus importante sur la côte nord de l'Angleterre. Croyant à tort que les forces aériennes sont concentrées dans le sud, les raids en provenance du Danemark et de la Norvège rencontrent une forte résistance. Les bombardiers allemands, insuffisamment escortés, sont abattus en grand nombre.
Le 18 août est le jour le plus terrible pour les deux camps, qui enregistrent le plus de pertes. Les combats harassants, l'épuisement et la météo interrompent les opérations pour le reste de la semaine. Ce qui donne la possibilité à la Luftwaffe de changer de tactique pour gagner la bataille de l'air. En effet, Göring change sa stratégie. Il décide de se concentrer sur le bombardement des usines d'aviation, des équipements industriels et des villes britanniques. Mais cette bataille ne fait que commencer. If tonight the people of London were asked to cast their votes as to whether a convention should be entered into to stop the bombing of all cities, an overwhelming majority would cry, no, we will mete out to the Germans the measure, and more than the measure, they have meted out to us. We will have no truce or parley with you or the grisly gang who work your wicked will. You do your worst, and we will do our best. Très tôt, le matin du 25 août, un bombardier Heinkel isolé, ayant dévié de sa trajectoire, bombarde accidentellement le centre de Londres, contrevenant les ordres d'Hitler. Ce pilote, qui s'est égaré, est loin de se douter que ses actions vont changer le cours de la bataille et peut-être même le cours de la guerre. Indigné par une telle attaque sur une cible entièrement civile, Churchill ordonne en représailles la nuit même des... Hitler devait donc utiliser toute sa force pour se battre contre l'Ouest. Dans ces conditions, Staline pensait qu'il était impossible qu'Hitler attaque l'Union soviétique. De plus, les Soviétiques avaient respecté toutes les clauses du pacte germano-soviétique. Le jour de l'attaque, la propagande de Goebbels veut faire croire que l'attaque s'apparente à de la défense. Beaucoup le croient. On pouvait voir que les Russes s'étaient préparés à attaquer, mais ils n'avaient pas eu le temps de construire leur ligne de défense. Nous avions quelques jours d'avance sur eux. Mais les Allemands sont les seuls à attaquer. Depuis des années, j'étais convaincu qu'une guerre se préparait contre la Russie. Certains avaient lu Mein Kampf, et ils en faisaient part aux autres. Mais qui a lu Mein Kampf et le chapitre sur l'Europe de l'Est? Sur la formation d'un grand empire germanique s'étendant de l'océan Atlantique au massif de l'Oural, sur le concept d'espace vital, sur le sang et les territoires, sur la guerre de survie des idéologies et des races, sur la croisade contre les Juifs et le bolchevisme, et sur l'invasion de la Russie. Hitler fait une brève apparition sur le front et se félicite tant que les prédictions promettent la victoire. La campagne contre l'Union soviétique est la plus grande opération militaire allemande de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une bataille d'encerclement. Des armées soviétiques entières sont massacrées. J'étais à Bialystok-Minsk. Ma division, qui était au sud, avait pour mission de couper les voies de secours des Russes. Des avions de chasse allemands piquaient sur les colonnes de soldats pour les mitrailler et les bombarder. Ces attaques infligèrent de terribles destructions. Les 5 premières semaines, la Wehrmacht fait plus d'1 million de prisonniers de guerre. La plupart finiront dans des camps allemands. À Berlin, au quartier général de la Wehrmacht, la politique d'élimination menée par Hitler prend forme.
Le maréchal de camp Keitel, commandant des forces armées allemandes, donne l'ordre de commettre des crimes de guerre. Keitel ordonne que contre la Belgique et la Hollande. Les généraux désapprouvent cette campagne. L'armée n'est pas en très grande forme après les efforts fournis en Pologne. Le risque leur semble trop élevé. Nous avions un peu peur. On ne savait pas comment ça allait finir, parce qu'on devait respecter un calendrier strict dans le cadre de l'opération Coup de Faucille. Nous savions tous que si nous ne passions pas Maestricht dans l'après-midi du 13, le plan échouerait. Mais la Wehrmacht envahit la moitié de l'Europe. 4 jours plus tard, la Hollande capitule. 7 jours plus tard, c'est au tour de Bruxelles de s'incliner et le 10e jour, les Allemands sont déjà sur les côtes de la Manche. Les Français n'avaient tout simplement pas envisagé qu'il était possible de traverser les Ardennes avec une armée fortement motorisée. Les Allemands encerclent toute l'expédition de l'armée anglaise avant Dunkerque. Et soudain, une autre surprise. Hitler fait stopper les chars. Il laisse les troupes anglaises s'échapper. 340 000 hommes traversent la Manche. Les Allemands conquièrent une côte vide. Une étrange décision de la part du chef militaire. Il est fort probable qu'il ait voulu passer un accord avec le Royaume-Uni. En fait, ses relations avec les Britanniques avaient toujours été positives. La guerre est sans pitié pour la France. En 6 semaines, la machine de guerre allemande aplatit le pays. Les Français ne sont pas préparés pour une telle guerre. Le mot que la propagande allemande a inventé pour cette campagne devient l'expression de l'horreur. Le mot blitzkrieg, en effet, est devenu familier. Cette rapidité, cet effondrement, c'était quelque chose qui faisait comme... On était comme stupéfiés. D'ailleurs, cette guerre éclair, précisément, nous frappait comme la foudre. Das Oberkommando der Wehrmacht blieb bekannt. Der völlige Zusammenbruch der ganzen französischen Front. En apprenant que son vieil ennemi a été éliminé, le Führer est au comble de l'exaltation. Ce jour-là, la propagande allemande exhibe également les victimes de la guerre éclair. Des soldats grièvement blessés se préparent à la visite du Führer. La cote de popularité d'Hitler auprès de ses soldats est à son apogée. Les généraux champions de reconnaissance de longue portée basés en France occupée. Ce sont en fait principalement les sous-marins qui permettent de repérer les convois. Appliquant la même méthode que pour le Blitzkrieg, un bateau repère un convoi et en rend compte au commandement avant de partir à sa poursuite. Puis, il attend que les autres sous-marins arrivent avant d'attaquer. Au lieu de devoir faire face à un seul sous-marin, le convoi et ses escorteurs doivent affronter une attaque groupée de 6 ou 7 sous-marins. Avec une tendance à attaquer de nuit, la tactique en meute, ou Volksrudel en allemand, rend le voyage transatlantique tristement célèbre pour son taux de mortalité. Le succès de la tactique des attaques en meute contre les convois incite l'amiral Karl Dönitz à l'instaurer comme pratique courante. Les attaques en meute forcent les Britanniques à apporter des changements à leurs opérations. Ainsi, la décision est prise d'escorter les convois tout au long de leur trajet. Ces efforts s'accompagnent d'une augmentation progressive du nombre d'escorteurs disponibles. Au niveau tactique, les petits navires et les avions bénéficient de l'apparition au printemps 1941 de nouveaux radars à ondes courtes capables de détecter les sous-marins en surface. L'addition de ces efforts anti-sous-marins sur les convois fait peser de nouvelles contraintes sur la Kriegsmarine. Les sous-marins peuvent être identifiés et ciblés beaucoup plus rapidement et perdent de leur effet de surprise. Quand les escorteurs des convois commencent à détruire ou capturer des sous-marins allemands, Dönitz opère un changement également. Il déplace ses attaques en meute plus à l'ouest.
afin d'attraper les convois avant que les escorteurs anti-sous-marins ne les repèrent. Au même moment, les États-Unis s'impliquent de plus en plus dans la guerre, malgré leur neutralité officielle. Des navires de guerre américains commencent à escorter les convois alliés dans l'Atlantique Ouest jusqu'à l'Islande et seront engagés dans plusieurs affrontements avec des sous-marins. Bien que les navires de guerre alliés ne parviennent pas à couler les sous-marins en grand nombre, il y aura quelques victoires et la plupart des convois parviennent à éviter les attaques. L'attaque sur Pearl Harbor et la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis qui s'ensuit changent considérablement la donne. Dönitz prévoit rapidement d'attaquer les expéditions sur la côte est des États-Unis. La Kriegsmarine possède seulement 12 sous-marins capables de faire le long voyage jusqu'à la côte est des États-Unis. Et la moitié ont été retirés sur les ordres d'Hitler pour résister aux forces britanniques dans la Méditerranée. Les États-Unis, qui n'ont pas l'expérience d'une guerre navale sur leur propre rivage, n'ordonnent pas l'extinction des usines côtières. Sur un bataillon entier, seule une douzaine de personnes survécurent. Quelques minutes après l'attaque, les premiers rapports parviennent à Moscou. L'information est fragmentée car de nombreuses lignes de communication ont été endommagées. Le général Soukhov sait déjà qu'il s'agit là de la Grande Guerre. Il alerte Staline. Staline reste incrédule en entendant les nouvelles annonçant la guerre. Il pense qu'il ne s'agit que d'une provocation. Staline se trompe. Hitler a l'intention de décimer l'Empire soviétique en moins de 3 mois, avec une supériorité militaire totale. Dès le premier jour de l'invasion, les chars allemands progressent de 50 km à l'intérieur du pays. Staline ignore tous les signes annonciateurs de l'attaque. Staline réfléchissait logiquement, étant donné qu'Hitler était déjà en guerre contre l'Angleterre et la France. On savait déjà de quel côté les États-Unis allaient pencher. Hitler devait donc utiliser toute sa force pour se battre contre l'Ouest. Dans ces conditions, Staline pensait qu'il était impossible qu'Hitler attaque l'Union soviétique. De plus, les Soviétiques avaient respecté toutes les clauses du pacte germano-soviétique. Le jour de l'attaque, la propagande de Goebbels veut faire croire que l'attaque s'apparente à de la défense. Beaucoup le croient. On pouvait voir que les Russes s'étaient préparés à attaquer, mais ils n'avaient pas eu le temps de construire leur ligne de défense. Nous avions quelques jours d'avance sur eux. Mais les Allemands sont les seuls à attaquer. Depuis des années, j'étais convaincu qu'une guerre se préparait contre la Russie. Certains avaient lu Mein Kampf et ils en faisaient part aux autres. Mais qui a lu Mein Kampf et le chapitre sur l'Europe de l'Est? Sur la formation d'un grand empire germanique s'étendant de l'océan Atlantique au massif de l'Oural, sur le concept d'espace vital, sur le sang et les territoires, sur la guerre de survie des idéologies et des races, sur la croisade contre les Juifs et le bolchevisme, et sur l'invasion de la Russie. Hitler fait une brève apparition sur le front et se félicite tant que les prédictions promettent la victoire. La campagne contre l'Union soviétique est la plus grande opération militaire allemande de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une bataille